Alors effectivement, le sujet de la journée, c'est l'IoT, donc les objets connectés et le M-tourisme. Tu nous as présenté chacun des intervenants, donc on va pas la refaire, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'IoT et le tourisme, on en est où? Peut-être on va s'adresser au cabinet qui a la vision globale. Alors, avant de répondre précisément à la question, je suis obligé d'avoir une déformation professionnelle et replacer les choses un peu dans leur contexte. On vit à un moment qui est un moment très particulier, je pense qu'on le ressent tous, où on parle souvent de révolution digitale, révolution de l'Internet des objets, révolution de l'intelligence artificielle, mais ce qu'on vit réellement, c'est une révolution sociétale. C'est la société qui est en train de changer et c'est les outils que l'homme met à sa disposition qui accélèrent cette transition de façon phénoménale. On avait une société de consommation, avant de parler du tourisme, qui était dédiée uniquement à... pour les plus jeunes d'entre vous, vos parents, les baby-boomers, qui étaient la seule génération qui consommait un instant T. Et donc, on avait fait à l'époque des hôtels pour eux. Et donc, ils allaient... je vais faire honneur à Michel, qui travaille avec le groupe Accor. Il y avait Novotel, et Novotel, ça marchait pour tout. Pour les déplacements d'affaires, pour les voyages, pour quand... Voilà, la famille, ça marchait très bien, avec le petit déjeuner. Et donc, on avait fait un produit pour... une génération et tout allait très bien et tout fonctionnait très bien et c'était à l'époque disruptif. Alors ça fait bizarre de dire ça parce que le mot n'existait pas, mais c'était disruptif et ça avait fait évoluer le secteur. Aujourd'hui, on a un autre problème. Je fais écho à l'enthousiaste présentation d'avant le déjeuner. En réalité, aujourd'hui, on sait très bien que dans les 20 ans qui viennent, l'homme va servir uniquement à faire de l'innovation et à être inefficace. Parce que tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui, ou c'est la machine qui va le faire, ou c'est les objets qui vont permettre de le faire plus rapidement en étant connectés, ou c'est l'intelligence artificielle qui va faire le lien entre tout ça. Et donc en gros, tout ce que vous pouvez imaginer comme étant une tâche qui doit être faite de façon précise ne sera plus effectuée par des êtres humains. Je suis désolé pour ceux qui voulaient faire des métiers là-dedans. A priori, c'est pas vraiment l'avenir, et c'est pour ça que dans les écoles, on forme à réfléchir avec sa tête et pas forcément à faire. Les soft skills sont devenus essentiels. Alors comment tout ça se ramène à notre fantastique industrie? C'est qu'en réalité, ce qui a de la valeur, c'est la sincérité, l'authenticité et le point de contact humain. Et c'est pour ça que pour les jeunes qui sont là, vous regardez même plus un site internet d'hôtel pour réserver, vous allez directement sur Airbnb parce que ça vous parle. Et donc aujourd'hui, il faut que la technologie permette... Attention quand vous dites Airbnb. Mais Michel, c'est parce que je sais qu'il va parler après, donc je me dis c'est bien, je vais lui préparer le terrain comme ça. Ça glissera tout seul. Voilà. Et donc justement, et je ne veux pas être plus long, il va falloir que la technologie soustrait toutes les tâches qui ont une faible valeur ajoutée afin que les gens dans le secteur se concentrent sur l'expérience et se concentrent sur avoir des points de contact sincères et authentiques. Donc voilà pour peut-être répondre un peu rapidement au contexte et introduire la technologie, le tourisme et bien sûr la destination et le point d'ancrage qui va devenir le point d'ancrage phénoménal dans le tourisme dans les années à venir, c'est une certitude. Bon, Michel, ça vous... Oui, bien sûr. Est-ce que ça m'inspire? Bien sûr que ça m'inspire. D'abord, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Premièrement parce que je suis assis à la place du président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-Côte d'Azur et que je mesure la responsabilité du poste parce que le fauteuil, déjà, il est beaucoup plus spacieux et beaucoup plus grand. Et deuxième parce que, lorsque, je le disais tout à l'heure, ex nihilo, Jean-Pierre Savarino a souhaité nommer un vice-président de la Chambre de commerce en charge du tourisme et en l'occurrence votre serviteur, ça a été pour, je crois que l'ensemble des acteurs du tourisme de la Côte d'Azur, non pas une révélation, mais c'était vraiment un coup de boost extraordinaire parce que enfin, et moi-même qui ai déjà fait 3 mandatures, le tourisme trouvait sa place à la CCI et depuis nous avons recruté 2 personnes, vous imaginez, c'est extraordinaire. Si tout le monde faisait pareil, il n'y aurait plus de chômeurs dans ce pays. Bon, concrètement, permettez-moi quand même, vous avez parlé et vous êtes les spécialistes des nouvelles technologies, moi je suis un spécialiste du tourisme. Il y a 3 mots qu'a dit tout à l'heure Angelis qui sont vrais. L'authenticité, l'humain et l'accueil. Et ça, personne ne pourra un jour le substituer parce que l'expérience client, aujourd'hui, elle est fondamentale. Le client ne vient plus dans une destination parce qu'il achète un produit. Il achète une expérience. Quand moi, j'étais plus jeune, j'allais faire du shopping, j'allais acheter. Je suis né en 1950. Je suis issu de ce baby-boom extraordinaire où les 30 Glorieuses m'ont permis de naviguer là où je voulais, comme je voulais, quand je voulais.
Je pouvais changer de job tous les matins, gagner ce que je voulais, comme je voulais, je n'avais qu'à demander. Malheureusement, aujourd'hui, vous qui êtes des jeunes ici présents, et je le disais, j'ai appris, et ça m'a choqué l'autre jour, lors d'une réunion en présence de monsieur le préfet, il y a 71 324 chômeurs dans ce département, et il y a 8 000 chômeurs de moins de 25 ans. 8 000. Je considère que ces chiffres, si on les replace par rapport à un contexte général et en matière de tourisme, bien entendu, ils sont ridicules. Il y a 1 milliard de gens qui voyagent. La France accueille 85 millions de touristes. En 2020, on en accueillera 100 millions. C'est 12 millions de touristes sur la Côte d'Azur. Le tourisme en France, c'est 7% du PIB. C'est plus qu'Airbus Industrie. C'est 146 millions de recettes, 146 millions de richesses. D'une industrie qui n'est pas délocalisable. Jamais personne ne fera bouger nos hôtels, nos restaurants, nos plages, nos commerces, nos palais des congrès, nos opéras. Tout ce que nous avons là, ce patrimoine-là, ne peut pas bouger de notre pays et il est unique. Il est unique aussi en Italie, il est unique en Espagne, il est unique en Croatie, il est unique dans tous les pays du monde, mais ce patrimoine, c'est le nôtre. Et donc ce tourisme aujourd'hui, qui est un enjeu monumental, parce que je voudrais le ramener par rapport aux chiffres que je vous ai donnés. Je le disais tout récemment dans une école hôtelière, puisque c'est une école plus généralement, puisque j'ai eu la chance, l'honneur d'avoir ma promotion à tourisme en BTS à l'école Sainte-Marie de Chavannes à Cannes, où je suis fier de vous dire que sur 52 étudiants, il y en a 51 qui ont réussi. Et je leur ai dit 3 choses. La première, c'est que vous allez faire le plus beau métier du monde. La deuxième, c'est que vous ne connaîtrez jamais le chômage. Et la troisième, c'est que vous allez avoir un parcours social, professionnel, si vous le souhaitez, il n'y aura pas de limite, puisqu'on m'appelle à Cannes, monsieur, the sky is no limit. Et donc ça, pour le replacer dans le contexte, aujourd'hui, il est très important de replacer 3 choses. Je suis moi-même, je l'ai dit, issu d'un métier qui est l'hôtellerie, dans lequel il y a quelques années encore, on rentrait envers et contre tous parce que on allait voir un petit peu ce qui s'y passait et on s'apercevait qu'en l'espace de 5-6 ans, on pouvait devenir directeur général de 300 chambres. Et que quelque part l'opportunité était extraordinaire. Aujourd'hui, le tourisme, il est, je dirais, c'est une compétition mondiale. Aujourd'hui, le tourisme, il faut qu'il soit, bien sûr, opérationnel. Il faut que la chaîne de valeur des acteurs, enfin les acteurs du tourisme, qui est une véritable chaîne de valeur, notamment sur la Côte d'Azur, soient capables de travailler ensemble et d'aller dans le même sens, et surtout de faire vivre aux clients une expérience. Les outils, et on en parlera tout à l'heure, bien sûr, liés, je dirais, aux nouvelles technologies, sont bien sûr aujourd'hui indispensables pour anticiper les attentes des clients, pour préparer leur séjour, pour les accueillir du mieux possible, mais aussi de se dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais parce que tôt ou tard, lors d'une expérience et d'un voyage touristique, qu'il soit un tourisme d'affaires ou un tourisme de loisirs, le client aura besoin à un moment donné d'un être humain qui soit présent pour répondre. Soit une question à laquelle les outils ne peuvent pas répondre, soit parce qu'à un moment il va dire est-ce que je suis dans un monde où je sais tout et j'apprends tout uniquement en appuyant sur une touche, ou est-ce qu'à un moment donné je peux regarder en face quelqu'un, un visage, quelqu'un qui me sourit, quelqu'un qui me rassure. Et on l'a vécu sur ce département il y a à peu près 1 an lorsqu'on a eu l'attentat de Nice. La première action que nous avons eue, ça a été de rassurer nos clients. La deuxième action, c'est de montrer la force de résilience que nous avions et que nous ne lâcherons rien. Et la troisième, c'est de dire la Côte d'Azur, elle est immuable, incontournable, immortelle. Qui que ce soit qui s'attaque à la Côte d'Azur, de toute manière, ne réussira jamais à éloigner les touristes d'ici parce que cette unicité, elle est réelle. La chance que nous avons sur le département, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons un tourisme qui est un véritable pilier aujourd'hui, qui représente 75 000 emplois, et avec les emplois indirects, c'est 150 000, c'est 18% du PIB, c'est aujourd'hui de ce département, et c'est aujourd'hui une véritable, je dirais, opportunité dans le sens où la Côte d'Azur est unique, et c'est une marque mondiale, au sein desquelles il y a d'autres petites marques, une marque mondiale aussi. Nice est une marque mondiale, Cannes est une marque mondiale, Saint-Tropez est une marque mondiale, Menton est une marque mondiale. Toutes ces marques-là, elles sont uniques, elles ont leur ADN, et les outils des nouvelles technologies ne sont là que pour les mettre en valeur, pour faciliter, bien entendu, le contact avec les clients, et surtout, pour être capable d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut. Ça me rappelle quelque chose, ça, c'est, hein, bon, voilà. Absolument. Ouais, ouais. Et donc, sachez-le, je suis aussi ravi d'être ici aujourd'hui parce que j'ai envie de partager avec vous. Et que le tourisme, c'est aussi le partage. Le partage de ce que vous êtes,
le partage de ce que vous savez, le partage de ce que vous offrez. Et si vous n'êtes pas prêt à partager, quels que soient les outils que vous avez en matière de tourisme, vous êtes foutus. Je m'adresse principalement aux jeunes qui sont là, parce que vous êtes le futur, bien sûr, de la France, vous êtes le futur du tourisme de ce pays et de cette région, et bien entendu, ça me permettra de partir plus facilement à la retraite, bien que j'y sois déjà, avec un grand sourire, parce que je sais que vous serez bien et on sera bien représenté. Voilà, je voulais vous donner un petit peu, de façon globale, un petit peu ce sentiment qui est le mien, cette passion qui est la mienne. Vangelis n'a pas parlé de passion, mais moi je vous parle de passion, parce que le tourisme c'est une passion. Voilà, elle m'habite depuis 45 ans. Et malgré mon âge avancé et que je le porte bien, je crois, c'est toujours quelque chose qui est comme au premier jour. Je le disais, je vois des étudiants ici à qui j'enseigne à l'UT Tourisme, hein, et c'est la première chose que je leur ai dite. Le tourisme, c'est pas une fin en soi, c'est une passion. Et cette passion, si vous savez la vivre, vous aurez toutes les opportunités du monde de vivre une vie extraordinaire, unique au monde. Voilà. Désolé, on va revenir à un sujet un peu plus bassement terre à terre. Peut-être au techno de l'étape, à Monsieur Amadeus, donc à Julien Clos. Peut-être expliquer ce que vous faites chez Amadeus exactement et votre vision justement de ce qu'a doit apporter la technologie au tourisme. D'accord, tout à fait. Oui, au sein d'Amadeus, en fait, je dirige un département qui est sur l'innovation radicale, innovation de rupture. Donc, en gros, je gère moi j'appelle ça des mini-startups, c'est un peu le mode dans lequel on est, sur des choses extrêmement incertaines mais avec très fort potentiel. Donc on est sur ces disruptions-là, on est sur l'IoT évidemment, et donc je vais peut-être expliquer un peu ce qu'on fait autour de l'IoT. L'IoT comme un nouveau canal direct finalement entre les business et les voyageurs. Donc ça va enabler des choses qui sont extrêmement fortes. Typiquement, donc on a parlé d'expérience, et je pense que c'est l'axe, effectivement, c'est une des clés du succès. Vangelis, tu disais apprendre à réfléchir avec sa tête. Je pense qu'il faut apprendre à réfléchir avec son cœur aussi de plus en plus, parce que c'est cette dimension-là humaine qui va faire la différence. Et l'autre axe, c'est la co-création. L'IoT, alors moi je viens du monde de l'IoT, hein, pour la petite histoire, j'ai travaillé dans l'automobile pendant des années, j'ai rejoint Amadeus il y a 2 ans et demi. L'IoT s'est construit on appelait ça le M2M avant c'était les systèmes embarqués. Donc il y a beaucoup de gens qui ont construit des plateformes, hein, des tuyaux qui sont en train de connecter tout ça, donc on est au début, mais il n'y a rien dans les tuyaux encore. Donc on cherche un peu les cas d'usage. Il y a des très bons cas d'usage dans l'industrie, avec la gestion industrielle, la maintenance prédictive, mais quels sont les cas d'usage finalement pour le voyage, pour le voyageur? Et en quoi ça peut augmenter l'expérience du voyageur? Donc je parlais de co-création, on a commencé à explorer avec le groupe PSA par exemple, et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Donc on a connecté des voitures à l'aéroport et à un voyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien quand je mets le contact dans ma voiture, la voiture sait que je vais prendre un vol, parce que j'ai un vol dans 2 heures, donc la probabilité que j'y aille est très forte. Non seulement elle le sait, mais elle sait combien de temps je vais partir. Donc elle m'a dit, tu sais quoi, tu peux prendre un parking pour 3 jours, 36 €. Je te le book? Ok. C'est fini. J'arrive à l'aéroport, la barrière s'ouvre, je gare ma voiture. Donc j'ai facilité l'expérience du voyageur sur des choses très automatisées. Mais je peux lui rendre des services beaucoup plus importants. Je suis dans ma voiture, je suis bloqué dans un embouteillage pour aller à l'aéroport et je vais avoir mon vol, mais de justesse. La voiture le sait, elle me dit, tu sais quoi, c'est encore jouable. Tu veux un fast track? Oui, j'en veux un. Et donc je vais lui trouver des solutions à ces problèmes avant même que lui-même n'en ait conscience. Donc ça, c'est de la co-création. Qu'est-ce que ça veut dire pour un aéroport, l'IoT? Qu'est-ce que ça veut dire pour un constructeur de voitures? Qu'est-ce que ça veut dire pour un hôtel? Et c'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'on a discuté avec pas mal d'hôtels, donc on discute avec beaucoup d'acteurs, que ce soit des airlines et des hôtels. Et quand je leur dis, vous savez quoi, la voiture, finalement, en se garant sur le parking, vous pouvez faire le check-in. La personne est là, donc c'est automatique. Et il y en a qui me disent, non, j'ai pas envie que ce soit automatisé, par contre j'ai envie de savoir qui arrive, parce que j'ai envie de garder la relation. Un autre hôtel de luxe m'a dit oui, c'est parfait, parce que tout le temps que je passe à faire du check-in, finalement, j'ai plus à le passer et je peux me recentrer sur la personne. Donc en fait, l'IoT, au-delà de reprendre ce que fait les êtres humains, va pouvoir permettre de se refocaliser sur l'humain. On a aussi le même constat d'une compagnie aérienne très grosse,
qui dit, vous savez quoi, on a des systèmes, on passe notre temps, en fait, nos employés passent leur temps à gérer des systèmes et plus les voyageurs. Si vous pouvez m'automatiser ça, si vous pouvez me dire 5 voyageurs vont être en retard, attendez-les, que je les attends, je les prends en charge, j'achète tout de suite. Donc ça va être une opportunité unique de se refocaliser sur l'humain, mais pour ça, il va falloir trouver les bonnes expériences. Et encore une fois, je pense que la co-création est clé. Alessandro Bassi, vous partagez cette vision? Oui. Non, c'est pas un petit oui, c'est oui, c'est vrai. Enfin, ce que je vois dans ça, c'est le futur à proche et moyen terme. C'est-à-dire l'IoT, ça peut être une révolution qui va être bien plus forte que la voiture qui dit ben, vous êtes en retard, je vous book la Fast Track. Ça, on peut, entre guillemets, le faire avec des outils qu'on a aujourd'hui. Hein, donc ça, c'est une innovation. On va dire, c'est pas une recherche, c'est pas un parcours à longue distance. C'est toujours difficile de penser qu'est-ce qui ça va passer dans 10 ans, dans 20 ans. Alors, ces objets-là, tout le monde en a un, et ici, j'imagine, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc, dans 10 ans, ces objets ont conquis, on va dire, le 100% des personnes qui sont ici et le 80XX% de la population. Et donc, si en 2007, on disait dans 10 ans, on va faire tout avec ça, c'était quand même bizarre, quoi. Moi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé aussi chez Amadeus. Et bon, je peux raconter des anecdotes. On parle du siècle dernier, hein, donc pour ne pas vous... On parle du siècle dernier, mais dans le siècle dernier, on disait que, par exemple, Internet, c'était pas bon pour Amadeus, parce que réserver un voyage sur un avion sur Internet, ça ne va jamais se passer. Bon, aujourd'hui, là, je fais ma réservation, je fais aussi mon check-in et j'ai mon boarding pass, c'est tout là. Donc, je n'ai pas besoin de rien d'autre que ces objets que j'ai sur la table. Donc, à court et moyen terme, oui. C'est-à-dire, pour moi, on n'a rien vu encore dans l'Internet des objets. Alors, c'est très vrai ce qu'on était dit au début, c'est-à-dire c'est une révolution avant tout sociale, économique, que vous, entre guillemets, les jeunes, vous amenez. On ne parle pas des éléphants dans la salle, on ne parle pas des Uber et des Airbnb. Je ne sais pas trop. Mais, et là aussi, ce n'est pas une révolution liée à l'IoT, mais c'est une révolution sociale, c'est une révolution économique. C'est-à-dire, la société de demain, ça sera toujours, d'un côté, plus lié aux machines. Les machines vont faire part du tissu de notre société. Alors, vous expliquez aujourd'hui, surtout aux jeunes, que nous, on se rencontrait sans téléphone portable et sans Facebook. Hein, on rencontrait des amis, on allait boire un coup, on allait dans des boîtes, on faisait des vacances sans avoir ça, on prenait des photos, et on les faisait voir aussi, mais il n'y avait pas Instagram, quoi. Mais on arrivait à faire ça, sans problème. Alors, aujourd'hui, expliquer ça à un jeune, qui avait une vie avant, hein, c'est comme quand ma grand-mère m'expliquait qu'il y avait une vie avant l'électricité, quoi. Et c'est quelque chose de dépaysant pour les jeunes. Donc, ce qui va se passer dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir, c'est surtout une intégration très forte vraiment dans le tissu de la vie commune de ce nouveau type de technologie. Et aussi, probablement, un changement assez radical, je veux dire, du modèle économique. Moi, je dois acheter un truc. C'est-à-dire, il y a plein de choses qu'on achète, on ne s'en sert pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a le Bon Coin, donc voilà, j'achète une chemise, je la mets une fois, j'aime pas trop, je la revends pour à moitié prix ou quelque chose, et hop, voilà. Je peux trouver quelqu'un. Il y a plein de choses, il y a un type de commerce qui est en train de se développer de tout ce type, mais ça va encore monter en puissance, parce que les technologies connectées peuvent... comme on sait exactement qui utilise quelque chose, quand et pourquoi, et qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ça. Donc on peut tranquillement, par exemple, charger une personne ou faire payer une personne pour l'utilisation de la chemise. Donc pas pour l'achat de la chemise, par exemple. Je sais que c'est une idée folle, mais si on parle des caméras, par exemple, on peut penser à la caméra comme en fait une commodity, comme on dit en anglais. Donc quelque chose qu'une société donne gratuitement
Donc vous n'achetez pas une Canon ou une Nikon, mais on vous la donne gratuitement. Mais bon, et après l'avocat va dire quelque chose sur ça, j'imagine. Mais après, Nikon ou Canon peuvent garder la possession des données ou l'utilisation des données qui sont prises par la caméra, donc les photos, et utiliser ces données pour XY. Et pour rentrer dans le thème de la journée, donc pour le tourisme, évidemment, toutes ces nouvelles technologies ont déjà beaucoup aidé et vont aider encore plus. Alors, il y a quelques temps, il y a quelques années, je suis allé au Japon. C'était avant la Coupe du Monde. Donc, quand c'était encore tout en japonais. Je ne sais pas combien de monde ici était au Japon. Une personne, deux, quelqu'un. Maintenant, c'est japonais-anglais, on va dire, au moins dans les grosses stations de métro ou dans les grosses gares, quoi. Mais à une époque, c'était que du japonais. Alors, vous allez dans moi, j'arrive au Japon le soir. Le matin, je dois aller chercher un visa pour aller au Vietnam, parce que je ne faisais pas le temps à le rattraper à Rome, parce que je devais aller à Rome, je ne pouvais pas, quoi. Et donc, il m'avait envoyé le visa à Tokyo, à l'ambassade de Tokyo. Donc, je devais tout simplement aller à l'ambassade de Tokyo, montrer mon passeport, hop, ils mettaient le visa et c'était fait. Ça avant le téléphone mobile, avant tout ça. Donc vous allez à Tokyo, c'est tout écrit en kanji ou en hiragana ou katakana. Vous devez trouver dans la gare de Shinjuku qui fait 3 millions et quelques personnes par jour, qui passent par la gare. Il y a 6 différentes compagnies de trains, de métro qui sont dans le même endroit, on va dire. Donc vous devez trouver le bon. C'est Kyoto Line, or Keio Line, or JR, or Toei, or Tokyo Metro, qui vous amène là-bas. Et après, vous allez dans un quartier. Et dans le quartier, il y a le quartier était Yoyogi Uehara. Et l'adresse, c'est 3-14-1. Okay, 3, c'est le troisième bloc qui a été bâti dans la zone. 14, c'est le 14e sous-bloc qui a été bâti dans la zone. Et 1, c'est la première maison qui a été bâtie sur le sous-bloc. Et les numéros seront au hasard, sont au hasard. Donc aujourd'hui, avec ça, je mets l'adresse avec Google Maps, je le retrouve. Je ne branche même pas mon cerveau et j'y vais, quoi. À cette époque, ça a été du travail. Après, je ne vous dis pas, quand je rentre dans l'ambassade du Vietnam au Japon, qu'ils ne parlent que vietnamien et japonais, pour l'expliquer qui c'était moi et que j'avais besoin de visa. C'est autre chose, quoi. Donc déjà, on va dire, les technologies connectées, ils nous aident quand on est touriste, quand on est quelque part qu'on ne connaît pas. Parce qu'évidemment, ici, à Nice, moi j'habite à Juan-Lapin, enfin, c'est pas complexe pour moi, mais je suis dans l'autre bout du monde. Évidemment, je suis complètement perdu. Et elles aident aujourd'hui, mais elles vont aider beaucoup plus dans le futur, de façon plus automatique, plus naturelle, on va dire, une façon plus vraiment, qui appartient au tissu de notre vie quotidienne. Julien, vous parliez tout à l'heure de co-création. Ce que vous dites, Alessandro, il y a aussi ce côté d'apporter des solutions aux professionnels. C'est quoi le rôle des startups aujourd'hui? Est-ce que vous êtes... alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole. On a un start-upper là, donc, qui peut aussi apporter peut-être sa vision du tourisme et de ce que vous allez nous dire, les projets sur lesquels vous travaillez. Et après, j'aimerais bien l'avis de Michel Chevillon. Donc, effectivement, donc on cherche à apporter des solutions. Donc, alors on a parlé de partage, on a parlé de passion, de révolution sociale. Et effectivement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut apporter des solutions collaboratives, participatives, pour les citoyens, pour les entreprises, pour tout le monde. Et l'idée en particulier, on a deux sujets sur lesquels on travaille. C'est à la fois sur les stationnements, faciliter le stationnement en ville via le participatif. Donc avoir des communautés, créer des communautés d'entraide de citoyens qui ont les mêmes intérêts, les mêmes objectifs et qui cherchent à les atteindre ensemble. L'idée, c'est de leur proposer des solutions qui vont faciliter du coup la collaboration. Et bon, en particulier donc, pour trouver des places dans le cadre du stationnement sur la voirie. Ça peut être aussi, on propose des solutions en situation de détresse, dans le cadre de la sécurité, simplement dans le cadre, on est en ville, on a un souci, on ne se sent pas bien, on fait partie d'une communauté qui souhaite s'entraider, on peut diffuser une alerte et faire appel à la communauté. Voilà, donc il y a tout un marché effectivement sur ce type de solution.
en particulier en France, sur ce genre de sujet, à peu près au moins 4-5 boîtes qui travaillent. Mais c'est assez récent, ça date d'il y a 1 an ou 2 seulement, en fait. Voilà. Et donc, et en termes de collaboratif, de participatif, en particulier dans le tourisme, on croit beaucoup dans le tourisme collaboratif, participatif. L'idée, c'est de plus venir, par exemple, sur la Côte d'Azur uniquement pour visiter, aller dans des musées ou voir le bord de mer, profiter de la mer. C'est aussi participer à des projets. Donc à des projets locaux, par exemple, où en fait, du coup, les gens, avant de venir en vacances, vont pouvoir peut-être choisir un projet, y participer, apprendre quelque chose, monter en compétence sur certains sujets, effectivement, et revenir chez eux avec la possibilité de aussi poursuivre ces projets, les développer avec des moyens qui sont éventuellement fournis par une association, une entreprise locale, justement, qui amène à participer à tout ça. Vous voulez dire que vous voulez changer l'expérience client, enfin, en tout cas améliorer l'expérience client? Donc là, l'idée, c'est plutôt que simplement venir visiter effectivement un lieu, c'est de participer à un projet local. Alors ça peut être un projet autour de l'agriculture, un projet qui met en valeur le patrimoine, la culture locale. Et donc aussi, du coup, par exemple, le patrimoine culture locale, ça peut être mis en valeur à travers des technologies, du mapping, de la réalité augmentée. Il y a des sociétés qui bossent sur ce genre de sujet. Et effectivement, en termes d'entraide, là, on parlait du stationnement, des touristes peuvent aussi être amenés à utiliser des solutions locales, utilisées par les citoyens, pour pouvoir stationner plus facilement et en s'entraidant avec les citoyens locaux, d'autres touristes. Donc on peut imaginer, par exemple, c'est une solution qui puisse être proposée dans l'hôtellerie aussi. Voilà, on peut demander son avis à Michel Fusion. Voilà. Mais justement, je voulais souhaiter rebondir. Vous savez, il est 14h36, c'est une à laquelle on n'est pas toujours emballé. Non, moi je suis quelqu'un d'une autre génération. Vous avez parlé du siècle dernier, moi je suis du siècle dernier. Je suis passionné par tout ce qui se passe, par cette véritable révolution sociétale, outil. Quand je vois mon petit-fils qui a 5 ans et qui me dit « Papy, bouge pas » et qui voit un film sur la télé, il appuie sur un bouton, il l'a sur sa tablette, je me dis véritablement, on vit un autre monde. Mais c'est pas mon monde. Vous voyez, je vais vous dire très sincèrement, je regarde ça avec beaucoup de circonspection. Par rapport à ce que vous dites, 3 choses. Nous travaillons et nous souhaitons travailler bien sûr avec les outils modernes et avec les startups et avec les entreprises comme Amadeus, comme celles qui travaillent sur le territoire des Alpes-Maritimes. Ceci dit, moi je ferai 3 bémols. La première, c'est que le sentiment des socioprofessionnels que nous sommes, alors j'élargis le cercle, il n'y a pas que les hôteliers, il y a les commerçants, il y a les restaurateurs, il y a les plagistes, il y a tout ce qu'on veut. Ce sont des gens qui font partie d'une chaîne. Les taxis, j'allais les oublier. Dans un chien, on oublie les taxis, on est foutu. On risque de pas rentrer à la maison ce soir. Ils ont un véritable pouvoir de nuisance que nous n'avons pas, parce qu'ils peuvent bloquer les ronds-points, ils peuvent bloquer les aéroports, et nous on bloque rien du tout. Donc il faut s'en souvenir. Toujours très important. Beaucoup de respect pour certaines corporations qui, comme ça, la communauté, cette chose de collectif que j'admire dans vos propos, mais qui malheureusement reste, si vous voulez, un petit peu des fois difficile pour moi de comprendre, parce que l'être humain, il a plusieurs valeurs, il y a plusieurs qualités, mais il y a un défaut que chaque être humain a, c'est qu'il est plutôt un petit peu pour lui-même et pas pour les autres. Collaboratif, d'accord, à condition que ça commence par moi. C'est le sentiment que j'ai. Et donc pour revenir sur les entreprises start-up, ma première critique, qui n'est pas une critique, mais qui peut lancer un débat ici aujourd'hui, c'est que nous avons le sentiment que ces entreprises se disent « We know what is good for you ». Alors que nous, on pense « On aurait besoin de vous, mais sur d'autres critères, sur d'autres créneaux, sur d'autres domaines, et malheureusement, vous n'y êtes pas ». C'est comme quand moi, directeur d'hôtel, je dis à mes clients « Je sais ce qui est bon pour toi ». Et le client, il dit « Mais moi, je m'en moque, moi, je te dis ce que j'ai envie ». Ce que j'ai envie, c'est ce que moi je veux. C'est pas toi qui vas décider pour moi. Autrefois, oui. L'hôtelier, le restaurateur, le professionnel du tourisme avaient tout pouvoir. Le touriste arrivait, il était pris en main, et c'était comme ça et pas autrement. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, l'expérience client, elle est de dire, personne
Personne sur cette terre va me dicter ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de voir, à quelle heure et comment et avec qui. L'hôtelier ou le professionnel qui partirait de ce paradigme-là a tout faux. Au bout d'un certain temps, il n'aurait plus de clients. La deuxième chose, c'est que je trouve que nous ne travaillons pas, Jean-Bernard, et tu le sais, mais ce n'est pas une critique, c'est un constat. Nous ne travaillons pas assez, nous les professionnels du tourisme, avec les entreprises des nouvelles technologies pour travailler ensemble, en cluster, pour dire quels sont vos besoins, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, comment pouvons-nous faire pour vous aider dans votre démarche. Et pour ça, ça part d'un constat, et le constat, seul le professionnel peut le faire. Très souvent, on veut nous vendre. Je sais qu'on est aujourd'hui dans une logique où nous sommes tous ensemble et nous parlons des mêmes choses, mais il faut aussi, quelque part, vous rendre compte que tout le monde n'est pas dans la même disposition intellectuelle. Et vous parlez, il y a des mots, certains d'entre vous parlent de mots que je ne comprends pas. Je suis navré de vous le dire. Si moi je vous parle de GOP, de BE et de RBE, vous allez me regarder en disant de quoi ils causent. Donc on n'a pas le même langage et surtout on n'a pas toujours les mêmes objectifs. Certains d'entre vous travaillent dans une logique de start-up pour créer quelque chose, pour inventer quelque chose, pour innover quelque chose. Mais la question c'est, est-ce que c'est un véritable besoin pour l'industrie, pour le tourisme, pour les professionnels ? Est-ce qu'on a vraiment entendu leurs besoins? Est-ce qu'on répond à leurs attentes? Et surtout, avant même de me demander à moi, demandez à nos clients. Parce que c'est nos clients communs qui vont acheter ou pas acheter. C'est eux qui vont être responsive or not responsive. Et derrière, vous pouvez bâtir tous les échafaudages que vous le souhaitez. Si ça ne va pas dans le bon sens, le client vous le fait payer très très cher. Très très cher. Les destinations qui n'ont pas été capables de s'adapter dans ce sens, aujourd'hui sont en perte de vitesse. Certaines sont tombées en désuétude. Certaines destinations ne sont plus fréquentées. Il faut le savoir. Et donc je crois que le vrai enjeu aujourd'hui, si je peux me permettre, en toute humilité, c'est de lancer une sorte d'appel aux gens qui sont ici aujourd'hui pour dire comment pouvons-nous toujours plus travailler et mieux ensemble. Comment pouvons-nous aller ensemble dans la créativité, l'innovation, de manière ce qu'in fine, celui qui est au bout de la chaîne. Le client, c'est celui qui nous paye, c'est celui qui fait marcher les entreprises. Les entreprises, c'est elles qui créent de la richesse, qui permettent de vous employer, de payer vos impôts, de faire vivre l'État. Un État sans entreprise n'est pas aujourd'hui viable. On ne crée pas des impôts ex nihilo s'il n'y a personne pour les payer. S'il n'y a pas des entreprises aujourd'hui qui créent, qui accueillent, qui fonctionnent et qui créent des profits et qui investissent et qui suivent des startups comme vous, ça ne marchera pas. Parce que les moyens financiers sont aussi indispensables, je dirais, à mettre en œuvre. Et la dernière chose, j'entends partout ce mot qui aujourd'hui quelque part me heurte. Excusez-moi, le collaboratif, à un moment donné, il y en a un peu marre. Le collaboratif, à un moment donné, c'est bien, mais c'est pas tout. Et je finirai là-dessus. Et parce qu'il fallait que je m'exprime à vous sur Airbnb. Airbnb, c'est mon copain. Je l'aime, Airbnb. Sauf qu'on fait le même métier, mais qu'on n'a pas les mêmes règles du jeu. Eux, ils jouent au football. Ils ont le droit de prendre le ballon avec les mains. Ils ont le droit de partir en dessous. Ils ont le droit de plaquer comme au rugby. Ils encaissent des bénéfices énormes. Et quelque part, ils laissent sur le terrain des entreprises dans le désarroi avec des milliers de gens qui ne peuvent plus trouver de travail. Le collaboratif, pour moi, c'est je loue mon appartement, mais je suis à l'intérieur de l'appartement quand le collaboratif arrive. Et quand à 4 heures du matin, vous vous levez pour un besoin urgent et que vous trouvez dans vos salles de bain ou vos toilettes quelqu'un à qui vous avez loué l'appartement et qui est rentré du Cannes Lions à Cannes et qui a trop bu et qui a vomi partout, on reparlera de collaboratif. Ça va mieux Oui, Julien. Après, je voudrais l'avis de Vogelis. Très bien. Ouais, Excusez-moi, j'ai été provocateur, mais je crois qu'il fallait que je réveille certains, en tout cas, là, parce que j'ai envoyé certains qui s'endormaient, et je pense que je vous ai réveillés. Parce que vous en avez tellement réveillé. Les questions après, si vous voulez bien. Juste rapidement, et c'est lié aux startups d'ailleurs aussi, par rapport au point, oui, il y a on peut déjà aujourd'hui connecter une voiture, etc. Et c'est exactement ça qu'on cherche. Nous, on est l'approche très très pragmatique. J'ai tendance à dire le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de le créer. Je ne sais plus qui a dit ça, mais bon, peu importe, vous googlerez quelque part. Mais c'est une réalité. Encore une fois, je viens de l'IoT, et il y a tellement de beaux concepts, il y a tellement de les histoires du frigo connecté, etc. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas ce que c'est. Et je peux vous assurer que juste de connecter une voiture, techniquement, c'est pas compliqué.
mais le business model associé. Il y a un constructeur maintenant au milieu, il y a des payment industry, etc. Les usages, et c'est pour revenir sur ce que disait Michel, on cherche des choses qui soient désirables pour l'utilisateur. Et c'est la clé. Et nous, on fait tester par des gens. On voit quelles sont leurs réactions, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et c'est ça, quand je parle de co-création, c'est co-création avec les industries qui connaissent leurs utilisateurs. On va parler à un hôtelier parce qu'il connaît les gens qui vont chez lui. On parle à une airline parce qu'ils connaissent aussi les passagers. Et c'est extrêmement important. On rentre, alors peut-être certains d'entre vous sont familiers avec le design thinking, mais c'est cet aspect-là. Il faut que ce soit désirable avant tout. Il faut que ce soit faisable. Et encore une fois, sur l'IoT, je pense que on y est. Et il faut que ce soit viable. Donc, quels sont les business models et comment on gagne de l'argent dans cet écosystème-là. Donc, très pragmatique, on le fait. Donc, nous, on tourne de ce qu'on appelle des living labs. On fait les choses, on les implémente et on regarde comment les gens les utilisent. Et pour faire le lien avec les startups, l'esprit startup, c'est ça. C'est j'y vais, je fais les choses et je vais voir ce qui se passe. Avant de faire ce que je fais là, j'ai été en charge de l'innovation ouverte d'ailleurs chez Amadeus, donc j'ai beaucoup bossé avec les startups. Donc j'adore l'esprit. Après, que ce qu'ils fassent est pertinent, pas pertinent, peu importe. Il y a l'énergie, il y a la volonté de faire, la volonté de tester, et puis de trouver mon marché, de trouver la solution qui va marcher. Donc voilà, je pense qu'une des clés aussi de l'IoT, c'est être très pragmatique, faire les choses, et c'est en faisant qu'on va se rendre compte des vrais problèmes. Et encore une fois, c'est pas forcément l'aspect techno qui est plus compliqué. Vangelis. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites assez intéressantes, et je sais pas si j'aurai tout le temps de commenter et rebondir sur ce qui a été dit, notamment ce qu'a dit Michel, mais il y a deux petites choses. Je voudrais juste commencer par rappeler, après c'est une définition un peu personnelle, qu'est-ce qu'est le marketing. Souvent les gens disent c'est l'étude quantitative, qualitative bref, en gros le marketing c'est du sexe, c'est la capacité qu'on a à susciter le désir pour quelque chose, peu importe comment on le fait. Ça va être retenu facilement, ça, je crois. Voilà. Généralement c'est un peu réducteur, mais je pense que ça résume bien les choses. Alors Michel, ce que tu disais, ça me faisait penser à une étude qu'on a fait, parce que comme on est aussi un cabinet de conseil, on a fait une très très grosse étude. Généralement ça nous arrive pas, mais là dans ce cas de figure là, après avoir fait un long chemin sur savoir comment il fallait modifier les guides de formation pour la formation continue dans le secteur, casino, machin, hôtel, etc. On a fait une très très longue étude sur les évolutions des consommateurs, qu'ils soient chinois, les générations, etc. Et plein de choses très intéressantes, mais je ne vais pas donner tout le détail. Et la conclusion, quand j'ai lu la conclusion, il y avait marqué que les gens voulaient avoir effectivement des interactions humaines, qu'ils voulaient des lieux de socialisation, de divertissement, et que c'était ça qui les intéressait. Et j'ai lu la conclusion, je me suis réfléchi 2 minutes, je me suis dit, mais en fait, il y a 30 ans, quand on allait dans les hôtels, on avait des lieux de divertissement, on avait des lieux de socialisation, et en fait, c'est juste qu'on a perdu cette âme sur les 30 dernières années, et qu'on est en train d'essayer de la recréer. Donc tout est un petit peu cyclique, et c'est la même façon que les grandes surfaces. On voit Carrefour, Auchan, Leclerc se sont installés pour proposer une expérience unique à l'époque, l'expérience de la société de consommation. Et donc on allait, c'était le one-stop shop, et on achetait tout en même temps, on a l'impression de faire des bonnes affaires, etc. Maintenant aujourd'hui, on redéfragmente, on va chez le petit torréfacteur parce qu'on veut l'expérience du torréfacteur, on va chez le fromager parce qu'il connaît ses fromages, il peut nous raconter une histoire autour d'un fromage. Donc on est en train de revivre tout un tas de cycles. Je reviens en marketing au début pour parler un peu de Airbnb. C'est bien parce que c'est eux qui l'ont dit. Airbnb, ce n'est pas du collaboratif. Airbnb, c'est une transaction. Il y a un intermédiaire qui prend une transaction entre 2 acteurs de la chaîne économique, et à aucun moment, ils aiment bien qu'on leur appelle collaboratif, c'était marketing, c'était bien. C'était cette espèce de rêve hippie de la Silicon Valley qu'on allait se rencontrer et que Simone allait montrer au coin de la rue le petit cafetier qu'elle aimait bien et le conseiller, etc. Ça représente peut-être moins de 5% du business aujourd'hui pour eux. Mais ils ont eu 3 choses qui ont été extrêmement critiques. D'abord, ils ont effectivement compris c'était quoi le timing. Et le timing, c'est pas du tout une chose neutre pour les startups. Il y a une petite histoire intéressante qui est quelqu'un qui incube énormément de startups et qui dit j'ai mesuré plusieurs éléments, la compétence des dirigeants, le funding, donc la façon de lever de l'argent, la créativité, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, et le timing. Donc il a repris tous ces ingrédients-là, il a regardé les 1000 startups qu'il avait financées, lesquelles avaient réussi, et il est arrivé à la conclusion que, enfin en tout cas il y avait un exemple qui l'illustrait bien, il y avait une société, ils avaient levé beaucoup d'argent, Silicon Valley c'était assez facile, ils avaient des gens de Harvard, Stanford, et de tout ce qu'on veut, extrêmement brillants, une idée qui était fantastique, c'était de faire du streaming vidéo. Ça nous parle tous aujourd'hui avec nos mobiles. Et voilà.
Sauf que le timing était à chier. Tout simplement parce que à l'époque, il fallait, vous n'avez pas connu ça les jeunes, mais il fallait avoir des codecs qu'on installait sur son Windows Media Player, etc. Le taux d'équipement, parce que c'était aux États-Unis, du haut débit était pas bon, et elle a fait faillite 1 an avant la création de YouTube. Et YouTube est venu avec la même idée, la même façon de faire les choses, et a connu un succès qui est totalement différent. Donc la réalité chez Airbnb, c'est que Airbnb a eu aussi un timing phénoménal. Il est arrivé dans un moment donné, on avait une paupérisation extrêmement forte des classes moyennes, on n'avait pas d'offre d'hébergement pour les familles, ça coûte extrêmement cher, je ne vais pas me contredire, je pense là-dessus. Et donc on est arrivé sur un moment donné où le timing était absolument parfait, et en plus on a surfé sur une tendance sociétale qui était l'authenticité, la sincérité, et voilà, recréer un peu tous ces éléments-là. Bien évidemment qu'aujourd'hui à Paris, vous n'avez aucun propriétaire qui attend patiemment chez lui le voyageur Airbnb. Et d'ailleurs le voyageur Airbnb, il a qu'une envie, c'est de trouver les clés sous la porte, prendre sa chambre tranquillement et avancer. Et on parle d'Airbnb, mais bon, le plus grand concurrent d'Airbnb, c'est Booking à Paris notamment. Je vais rajouter une petite couche de droit, et je suis un peu déçu d'être toujours à la fin, alors que depuis tout à l'heure, avec leurs objets connectés, ils ont commencé à collecter des données, et puis je suis d'accord, on va se mettre dans la voiture connectée, on va aller chez l'hôtelier. La première question, est-ce que le système ou les systèmes d'information de l'hôtelier, notamment son ERP, sont déjà adaptés avec ces données qui sont énormes, surtout si on a des appareils avec des mouchards qui parlent tout le temps, et on continue, et est-ce qu'ils peuvent les exploiter? Je ne sais pas. Et là, de manière classique, c'est l'avocat avec sa casquette droit des contrats qui dit « Ah, il faudrait peut-être voir du côté des licences avec Oracle ou autre, il faut voir vos ERP, il faut voir si vous pouvez vraiment déployer industriellement ces nouveaux objets connectés. » Donc ça, et là on reste dans du droit classique. Or là, ils m'ont oublié, alors qu'ils auraient dû m'embarquer dans la voiture. Parce que sinon, ils n'arrivent pas à exploiter toutes ces données. Ça, c'est déjà du classique. Et ça, il faut déjà l'intégrer. Mais à la limite, ça, on s'en fout. Hein, l'éditeur de logiciels va laisser faire, puis va leur donner des patchs, et puis après, il va leur faire payer très cher, aussi bien aux constructeurs qu'à l'hôtelier. Tant pis pour eux, il leur imposera de nouvelles conditions générales à son avantage. Bon, mais on va dire ça fait rien, ça passe en charge. Bon. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'aller au-delà de cette histoire des données, parce que là, bon, on dit on collecte, ok, bon, je pense qu'on va me relancer après sur le règlement général des données personnelles, qui est un texte européen qui va s'appliquer l'année prochaine, à partir du 25 mai 2018, on a mis à peu près 5 ans. Bon, qu'est-ce qu'il dit, ce règlement? Il dit que les données personnelles, c'est quelque chose de très important. Il faut les traiter avec respect, c'est-à-dire vous recueillez le consentement des gens, et puis vous les sécurisez. S'il faut anonymiser, vous le faites. Ce matin, Evelyne Sorazio disait, moi j'ai des parcours anonymisés, oui, c'est le minimum. Le règlement va vous dire, si la technologie évolue, votre capacité à protéger ces données personnelles qu'on vous a confiées doit également évoluer. Ok, c'est super. En fait, ça c'est bien parce que ça crée un peu la confiance. Là, on a dit expérience client, sincérité, authenticité. C'est vrai qu'on donne les données, mais on voudrait bien être en confiance. Bon, oui, je suis d'accord. Hein. Ben, ceci dit, vous en foutez complètement. Par exemple, vous passez des commandes sur Cdiscount. Cdiscount, c'est une filiale d'un énorme groupe de distribution français. Est-ce que ça vous intéresse de savoir que toutes vos données étaient d'abord stockées indéfiniment? Vous donnez votre carte bleue. Bon, ils n'ont pas à la stocker indéfiniment. Il n'y a pas de conservation indéfinie et générale des données en droit européen. En Europe, non, ça c'est pas possible. On a connu le nazisme, des dictatures. Non. Aux États-Unis, c'est autre chose peut-être, mais là, on est en Europe. On a des normes européennes. Oui, bon, ça c'est intéressant, ça, on est rassuré. Mais bon, vous en foutez, moi aussi. C'est des discounts, mettez les données bancaires dans des fichiers Excel. C'est des discounts,
ne traitez pas les demandes des personnes qui disaient, bon, maintenant, supprimez mon profil chez vous. J'ai commandé chez vous et j'ai le droit, ce sont mes données. On ne parle pas de propriété, hein. Je n'ai pas dit que c'est ma propriété, il faut me payer pour ça. Ça, on n'en parle pas. Sinon, on ne ferait plus de la donnée. Là, pour le moment, on dit la donnée, la donnée, la donnée, mais on ne dit pas à qui elle appartient ou est-ce qu'il faut payer pour. Non, non. Donc, c'est des discounts, a été mis à l'amende. À l'époque, c'était l'ancienne loi, c'était 150 000 €. Bon, ça fait rien. Bon, maintenant, ça va être en millions et ça pourrait être en pourcentage jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Ça sera peut-être plus intéressant. Et ça a été sur le site de la CNIL que tout le monde va voir. Ah oui, il y a une décision de la Commission nationale informatique et de liberté. C'est le régulateur, c'est le gendarme des données. Ah oui. Non, vous avez continué à aller et c'est des discounts à toujours, c'est 1 ou 2 millions de visiteurs uniques par mois, elles continuent à vendre. En fait, vous en foutez, et vous avez peut-être raison, d'ailleurs vous en foutez tellement que c'est vrai, on a sécurisé avec le RGDP le fait que si les données ont été collectées, elles ne doivent pas être traitées n'importe comment. Mais je vais vous dire, là, nous sommes le 10 octobre. Demain, on attend un avis d'une commission au Parlement européen qui s'appelle la Commission des libertés publiques, qui va rendre un avis sur un autre règlement. Le règlement, c'est un texte qui s'applique directement, on n'a même pas de loi nationale, qui, lui, concerne également les données personnelles, mais relatives aux communications électroniques. Donc, je fais le lien avec l'Internet des objets, ça s'appelle le règlement e-privacy. Et dans ce règlement-là, c'est magnifique, cette idée de consentement, parce que la confiance, ça y est, les gens, les professionnels collectent vos données, ils ont votre accord, c'est vrai, et ils les sécurisent bien, ils les anonymisent, ils pseudonymisent, ils font tout le nécessaire. Ben, avec e-privacy, le consentement, on ne vous le demandera plus tout le temps. On vous le demandera une fois sur deux, ce qui est très pratique parce que quand je monte dans la voiture, si à chaque fois elle me dit « Voulez-vous être d'accord ?» Vous ne le faites pas. Moi, j'ai une voiture qui a même une adresse email. Donc l'autre jour, elle me dit « Emmène-moi au garage ». Je lui dis « Écoute, là, je suis en train de conduire. » Elle me dit « Non, non, ça fait rien, tu appelles. » Donc je lui dis, bon, ben on appelle. Elle me dit, autorises-tu le concessionnaire à connaître ta position et ta géolocalisation et ton lieu de départ, tout ça. J'ai envie de lui dire, mais oui. Et le temps que je lui dise oui, j'ai failli me prendre un poteau. Donc quelque part, ça m'arrange que des fois, mon consentement ne soit pas renouvelé. Et ça, c'est peut-être aussi la bonne nouvelle. Mais tout ça, ça ne marcherait que si, je sais ce qu'on me prend, ce qu'on m'emprunte, allez, on ne me prend pas ma donnée, j'ai quand même un contrôle sur elle. Je sais ce qu'on m'emprunte et on m'explique ce qu'on va en faire maintenant. Et parce que si en plus ils me collectent ça avec des mouchards qui sont tout le temps connectés, dans le tourisme ça veut dire que ma valise est connectée, ça c'est génial, comme ça on ne peut pas me la voler. Comme ça, éventuellement, je sais où le parcours qu'elle fait. Ça, c'est vrai, c'est génial. Mais en même temps, elle peut dire où je vais. Elle peut dire si je vais 4 fois aux toilettes ou pas. Et ça peut être un peu embêtant parce que peut-être que j'ai un petit problème, une cystite ou une incontinence. Et ça, cette donnée-là, si je ne sais pas comment elle se balade, elle va arriver soit chez mon médecin, bon, ça c'est bien, mais elle peut arriver chez mon assureur ou chez mon banquier. Et là, ça m'embête un peu plus. Donc, la confiance, oui. Et donc, mon problème, c'est que les objets connectés, et maintenant, ils vont fonctionner automatiquement parce qu'ils n'ont pas sorti le gros mot qui est l'intelligence artificielle. C'est ce que l'idée, c'est que derrière, il va y encore avoir des systèmes encore plus automatisés pour que l'on vive notre expérience client. Mais là, il n'y a pas de problème. Si vous êtes conscient de l'enjeu, si vous savez c'est quoi la donnée, si vous avez cette culture de la donnée, là, vous pouvez consentir à ce que vous savez, ou pas d'ailleurs, ou éventuellement dire non, c'est pas la peine. Vous avez le droit de vote, vous n'allez pas tous voter. Ça sera la même chose. Vous aurez le droit de contrôler votre donnée, mais vous ne l'exercerez pas. Mais vous aurez toujours ce droit. Et donc ça, il faut l'intégrer dès le début dans tout ce qu'ils font. Les objets connectés, il ne faut pas qu'ils mouchardent tout le temps. Entre 22h et 6h du matin, bon, tu te tais. Tu me donnes un bouton, j'arrête.
Parce que moi, si mon téléphone en plus, donc il enregistre ou il capte mes ronflements ou mes acrobaties au lit, ça m'embête. Ça m'embête. Je dois être capable, dans l'objet connecté, d'avoir un bouton, d'appuyer pour dire ça suffit, ou de revenir en arrière. Et ça, il faut que ça soit intégré dès le début. C'est ce que prévoit le règlement de 2018, c'est ce qu'on appelle la privacy by default, voire même, intégrer encore plus, privacy by design. Bon, je ne vais pas accaparer la parole, mais en fait, il fallait qu'elle m'embarque dès le début. Bien noté. Mais du coup, je me retourne vers Julien, vous permettez? Lui demander comment est-ce qu'il intègre justement le côté droit. Oui, on le considère, c'est aussi des choses à développer. Alors nous, on a une approche, donc tu parles de consentement, on appelle ça le opt-in, c'est-à-dire que on cherche la valeur pour l'utilisateur final et on cherche que cette valeur soit suffisamment attractive et importante pour que lui-même décide de laisser ses données et qu'on lui dise quelles données il laisse effectivement pour mieux le servir. Bon. Après, il y a effectivement tous les cas détournement de la donnée. Il faut les prendre en compte. Donc, on travaille évidemment avec des juristes du légal pour bien comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce que c'est les opt-in, jusqu'à quel point on peut utiliser la donnée. Activer, désactiver les objets. Alors là, on est dans un cas où l'IoT est encore une fois, c'est un canal. D'accord ? Donc, on ne maîtrise pas forcément ce canal. Ça va plutôt être le constructeur qui va maîtriser ce canal. Nous, on a un engagement avec le constructeur, donc il y a une interface qui s'établit. Donc après, c'est à chaque acteur aussi de définir un peu ce qu'il va faire avec. C'est là où des gens comme Google, par exemple, sont extrêmement puissants parce qu'ils ont à la fois le canal physique, donc on voit Google Home ou autre, mais aussi le canal logiciel et j'ai accepté en créant un compte Gmail qui parse mes mails, etc. Donc ces acteurs-là qui ont en fait toute la chaîne sont finalement beaucoup plus puissants par rapport à la donnée que si on fragmente d'un étage à l'autre. Ce que je retiens, c'est qu'on cherche vraiment à créer suffisamment de valeur. Je pense que c'est la clé. Il faut que l'expérience, il faut que la valeur apportée à l'utilisateur soit suffisamment forte pour que la donnée soit laissée. Après, j'ai un autre point. Je comprends la partie donnée, je comprends que ça peut être mal utilisé, et on a des exemples dans l'histoire. J'ai un enfant de 13 ans, il n'a aucun problème à tout donner. Alors, je me demande si on n'est pas la dernière génération à se poser des questions sur la partie privacy. Et là, je le fais de manière très disruptive. J'ai pas d'avis sur la question, mais je vois les nouvelles générations à quel point ils lâchent tout parce qu'ils veulent juste accéder aux choses et ils n'ont pas la notion de je passe de la donnée. Alors, il y a peut-être de l'éducation à faire, certainement. Absolument. C'est la culture de la data qu'il faut vraiment enseigner au collège, et même avant, puisque là, si on leur dit faites coder, faites du scratch ou je ne sais quoi, c'est la culture de la data. Puisque tout est dématérialisé, sachez ce que vous pouvez donner, ce que vous devez donner, ce que vous devez cacher, et voyez également les conséquences. Culture de la data, parce que finalement, de la data, vous en produisez tout cela. Si on avait Fluvision d'Orange, on pourrait savoir combien de personnes, bon, on n'est pas 1000, mais presque. Donc, on pourrait savoir combien de personnes sont là. Et ça, c'est un produit qu'Orange vend, par exemple, aux collectivités publiques pour leur dire, regardez, vous pouvez avec ça gérer les flux de population. Ça a été utilisé à Marseille 2013 ou autre. Et ça marche parce qu'à un certain moment, ils donnent par paquet 2000. Donc là, c'est vraiment anonymisé. Vous avez de la chance, il y a Orange dans la salle. Oui, justement, il nous avait présenté ce produit il y a quelques années. Juste, effectivement, j'avais présenté le produit il y a 2 ans. Par rapport à la partie confidentialité, c'est basé sur un minimum de 25 utilisateurs pour pas qu'on puisse retracer la personne. Et ça a été validé, bien entendu, par la CNIL et les autorités. Mais c'est un élément extrêmement important parce que le fond du sujet, c'est la confiance qu'on en fera dans son fournisseur de services, dans son opérateur. Et à terme, c'est ça qu'on vend. Au-delà de la partie, c'est la partie confiance, quoi. Et il y aura un vrai business sur cette notion de à qui je fais confiance pour les services et pour les données. Justement, je trouve très intéressant, et je rebondis un peu sur ce que vous dites, je vais essayer d'être un peu provocateur, quand même sur la partie légale, j'ai un avis, mais j'ai aucune valeur ajoutée particulière, mais j'observe. Et je trouve intéressant le commentaire qui est fait par Orange, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde effectivement où sont nos données, elles sont partout, j'ai envie de dire presque, sauf en Europe.
Quand on regarde ce qu'ont fait les Chinois ont construit une muraille de Chine digitale. On n'utilise pas Google, on utilise Baidu, on n'utilise pas Facebook, on utilise WeChat, etc. Donc j'imagine que peut-être c'est plus facile de réguler un acteur qui est liable, qui a ses obligations légales dans le pays où il produit le service, qui a un acteur qu'on peut réguler. Et parce que le problème de la réglementation et de la régulation, on l'a vu à Bruxelles, c'est que le temps qu'à Bruxelles on sorte une réglementation, il y a déjà eu 10 startups qui ont changé 1000 fois de business model et on n'en est plus là, quoi. C'est vraiment très compliqué d'aller aussi vite pour peu qu'on sache réellement qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est encore une autre histoire. Et je pense que en France, la question que je voudrais poser un peu provocatrice, c'est où sont nos acteurs du digital qui collectent toutes ces données-là et que peut-être pourraient être dérangés qu'ils aient l'information. Moi, ça me dérange dans mon entreprise qu'on utilise Office 365 comme CRM. Aujourd'hui, je suis très content avec les Américains. D'ailleurs, je ne vais pas en vacances là-bas, mais tant bien même j'irai que tout se passe bien. Mais qu'est-ce qui va se passer quand ça ne se passera pas bien ? J'ai plus de service du jour au lendemain. Toutes mes données stratégiques sont dans le cloud, mais chez eux en fait. Et les règles s'appliquent aux autres et pas à eux, notamment avec le Safe Harbor et tout ce qu'on a sur les données de santé ou autres diverses et variées. Donc, je pense qu'il faut réglementer. Je suis d'accord, mais où sont nos champions ? Comment on stimule nos champions industriels ? Comment on stimule les jeunes talents à créer de la richesse et répondre aussi à ces enjeux stratégiques de, pas une guerre conventionnelle, mais un peu une guerre économique quelque part ? C'est une très bonne question. Juste avant que vous répondiez, maître, on va dire au revoir à Michel Chevillon qui doit partir. Oui, je suis désolé, je vous demande de m'excuser, mais le devoir m'appelle dans un petit port de pêche qui s'appelle Cannes, où il y a des enjeux particuliers en ce moment et sur lequel je suis attendu pour une réunion importante avec un gros organisateur d'événements qui vient chaque année à Cannes et sur qui on est en train de discuter car, comme vous le savez, le monde change. Vous êtes les premiers acteurs et les premiers témoins, et les formats des manifestations que nous accueillons à Cannes sont en totale mutation. Alors, ce qui était vrai en juin dernier ne sera plus vrai en juin prochain. Hein. Ils s'en sont aperçus, nous aussi, mais bon, il va falloir qu'on discute de ça. Donc, si vous aviez, pour moi, avant de partir, je sais que ça paraît un petit peu, de ma part, mal placé, mais si vous aviez une question, ou la question qui tue, ou la question à laquelle vous souhaiteriez que je parle, pour laisser personne, bien entendu, dans l'angoisse, ou à un moment donné, se dire, oh là là, s'il avait été là, je lui aurais posé la question et la journée est mal finie. Je suis, et s'il y a un volontaire, une volontaire ou quelqu'un, avant que je vous quitte. Je suis sûr que vous avez été super explicite. C'est quoi ta canne à pêche ? C'est quelque chose sur lesquels j'ai mis toutes mes données ou sur lesquels les poissons viennent tout seuls. Donc, oui. On appuie sur le bouton. D'accord. Moi, j'ai une petite question. On parle beaucoup de tourisme, mais je suis un grand nomade, et dans le tourisme, j'entends plutôt déplacement et séjour. Il me semble qu'il y a différentes expériences. Alors, on a parlé de Booking, mais Booking fait la différence entre l'expérience du professionnel qui se déplace, et là où je vois beaucoup d'intérêt avec l'IoT pour faciliter, rationaliser mes déplacements et mon séjour. J'ai une question, quid pour le déplacement très touristique, où là, le hasard, la découverte est un facteur important pour découvrir la région. Et je voulais justement votre avis en tant que professionnel du tourisme. Est-ce que vous distinguez ces deux types de personnes qui ont des séjours et des déplacements, et comment vous les appréhendez pour avoir un avis en continu sur leur évolution ? Alors, le professionnel n'évolue pas tellement dans ses déplacements, mais le touriste. Oui, je pense que si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le tourisme de loisirs, le tourisme d'affaires. Hein. Le tourisme d'affaires, il est très régi. Un MIPCOM commence un lundi, ils arrivent le dimanche, ils partent le jeudi, avant ils partaient le vendredi, et bientôt ils partiront le mardi. Donc aujourd'hui, on sait exactement comment ça fonctionne, combien la durée de séjour. Et justement, c'est un petit peu dans votre question sur ce tourisme d'affaires, il y a une capacité à s'adapter, bien entendu, au format de l'événement, au format du client et à la manière dont le client aujourd'hui fonctionne sur ces événements majeurs. Sur le tourisme de loisirs, on est là véritablement dans un autre domaine où soit on est sur une période qui est très identifiée parce qu'il y a du contenu sur une destination et on sait par exemple que on va accueillir énormément de monde sur un salon nautique à Cannes où on accueille 15 000 personnes, sur lesquelles il y a 15 000 personnes qui sont la plupart des professionnels, mais sur lesquels le week-end, il va y avoir des gens qui vont venir passer le week-end parce qu'ils vont venir voir les bateaux dans le port, voire l'essayer dans certains cas. Et donc le contenu fait qu'à un moment donné, on sait que dans le comportement du client, on doit répondre par une offre marketing qui est véritablement
véritablement ciblé par rapport à ce client. Ensuite, il y a le client qui lui vient et, comme vous l'avez dit, qui veut découvrir une région qui n'est jamais venue avant et pour lequel il faut avoir la capacité de proposer des offres qui soient diverses et variées et qui fassent qu'à un moment donné, il retrouve dans cette offre ce qu'il attend. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur une offre, vous l'avez dit, vous êtes nomade, où on a de moins en moins de gens qui restent longtemps. De plus en plus de gens qui disent je prends 10 jours de vacances en France. Ils vont passer 3 jours probablement dans l'Hérault ou à Aix-en-Provence, 3 jours à Cannes ou 3 jours à Nice et ils vont partir 3 jours à Portofino. En fait, ce qui va se passer, c'est que les gens segmentent aujourd'hui leur séjour et il faut être capable d'avoir en face des offres court séjour, des offres qui correspondent en plus au contenu ou aux attentes des clients. Mais globalement, pour finir sur les statistiques que nous avons, aujourd'hui, il est principalement important sur les plateformes de réservation en ligne. Si vous parlez de Booking, aujourd'hui Booking c'est un outil par lequel 25% de la clientèle des hôtels passe. Pourquoi ? Parce que le référencement qu'ils ont est tel qu'ils arrivent toujours les premiers sur la liste. Deuxièmement, ils sont dans une logique où le client se dit Booking c'est le meilleur prix pour la meilleure chambre. Or, quelque part, ils se trompent très souvent, parce que c'est l'inverse, et de notre côté, nous n'avons pas la même capacité à pouvoir être visible sur le net par rapport à ça. Ceci dit, je pense que ces plateformes de réservation en ligne, vous parliez de Booking tout à l'heure, sont des plateformes qui contribuent à l'apport de clientèle et sur lesquelles nous ne pouvons pas non plus, nous, être, je dirais, capables de nous passer. À nous, par contre, d'être à la fois inventifs, novateurs, pour que sur nos propres canaux, sur nos propres sites, nous soyons capables d'offrir des choses que Booking n'offre pas. Booking, c'est de la chambre sec. Aujourd'hui, il y a une clientèle qui cherche du package, qui cherche du court séjour avec du contenu. Et la capacité que nous avons dans les territoires aujourd'hui à être compétitifs, c'est de savoir s'associer les uns aux autres pour vraiment faire des offres packagées qui fassent que quelque part ce client soit capable à un moment donné d'acheter chez vous. C'est difficile de se diversifier parce que les offres elles sont diverses bien sûr, mais il faut être capable de savoir qu'est-ce qu'achète le client au mois d'avril, qu'est-ce qu'achète le client au mois de mai, qu'est-ce qu'achète le client au mois de juillet, qu'est-ce qu'il achète au mois d'août, qu'est-ce qu'il achète au mois de septembre. Ça a l'air idiot ce que je dis, mais chaque période le client n'attend pas la même chose. Et donc cette capacité, c'est la statistique que nous avons, et c'est surtout, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que les grands groupes hôteliers font, c'est d'avoir une capacité de communication et d'échange pour vraiment avoir au maximum des informations qui disent aujourd'hui, si je veux calibrer telle offre, il faut que je propose tel contenu par rapport à telle période. Et surtout, c'est que le client a une vraie capacité aujourd'hui de dire, je décide, je réserve, mais j'annule. D'ailleurs, nous sommes battus au niveau national contre Booking, qui faisait de la publicité sur les écrans de télévision en disant « Réservez Booking, de toute manière, vous pouvez annuler ». Sauf qu'on leur a dit « Mais attendez, faites ça sur Air France, et puis vous allez voir si vous pouvez annuler. Pourquoi vous le faites dans l'hôtellerie ? Pourquoi vous ne le faites pas dans l'aérien ?» Parce que quelque part, je pense qu'il y a aussi des habitudes. Vous l'avez dit, c'est une révolution sociétale. Donc, à nous de proposer des produits que Booking ne propose pas. Et je pense qu'aujourd'hui, Booking, il a 2 ou 3 grands dangers. Il a Google, il a Facebook, il a les GAFA qui un jour prendront sa place. Et le problème, c'est que ça sera pire parce que là, véritablement, ça sera encore plus difficile pour nous dans le combat, parce que là, on passera nécessairement par les fourches codines d'un véritable péage sur lequel on n'aura pas le choix. Donc je crois qu'il faut qu'on continue à s'adapter. Je pense que les grands groupes hôteliers, vous le voyez en France, Accor vient d'acheter la 4e ou la 5e, le 5e système de réservation en ligne, parce qu'aujourd'hui, il faut être global et parce qu'aujourd'hui, il faut avoir la capacité, effectivement, de répondre à tous les besoins, tout type de clients. Et je répète la chose que nous n'avons pas eu le temps d'aborder aujourd'hui dans ce que nous disions, c'est aussi l'origine de la clientèle. Elle est fondamentale aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, un Chinois, il n'achète pas comme un Russe n'achète pas comme un Français, et surtout que les attentes sont différentes. Et ça, c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, c'est le challenge de demain, c'est d'être capable d'être présent sur les systèmes de réservation en ligne, mais surtout d'être super performant pour que, à un moment donné, on soit capable d'attirer au bon moment, au bon endroit, le bon client dans le bon hôtel. Et ça, croyez-moi, c'est pas facile. Mais on essaie de le faire le plus possible parce que plus on connaît nos clients et plus on sait ce qu'il attend. Et plus on sait ce qu'il attend et plus on sera capable de proposer des choses qui vont dans son sens. Et si ça va dans son sens, je pense que en s'adaptant de cette manière, on réussira. Et c'est la problématique de l'hôtellerie indépendante par rapport à l'hôtellerie de chaîne qui, elle, est toute seule et qui très souvent a des difficultés à pouvoir attirer justement ses clients, alors que l'hôtellerie
Richen, elle a une capacité force en matière de marketing, de communiquer et d'attirer et de proposer. Mais en fait, si vous voulez, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de mettre en avant les vraies propriétés et les vraies spécificités de notre destination, de la Côte d'Azur, qui est unique au monde et qui fait que quelque part, elle devient, je dirais, incontournable et sur lequel on a la grande chance d'avoir aussi, je dirais, à la fois en termes de patrimoine, en termes de géographie, en termes de propositions de gastronomie, en termes d'événementiel, et ça, l'événementiel, c'est fondamental, je dirais quelque chose que beaucoup d'autres régions dans le monde n'ont pas. Voilà. À Michel Chevillon, merci. Et surtout mettre en attente votre réponse parce que c'est une excellente question que vous avez posée. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est de dire, bon, c'est bien beau des règles, des lois, mais des fois, elles arrivent un peu trop tard et puis, entre-temps, les acteurs économiques, ils ne savent pas comment bouger. Alors moi, je vais vous dire... C'est juste un bout de la question. Alors, moi, ma réponse, elle va être globale, merci, ça va être le contrat. Vous savez, le contrat, c'est le lien que vous faites 100 000 fois et que vous défaites 200 000 fois par jour. Vous avez acheté du pain, vous avez fait un contrat. Vous avez pris le pain, on vous avez donné l'argent, vous a donné le pain. Vous avez pris le bus, vous n'avez pas choisi la couleur du bus, la tête des gens qui étaient dans le bus, le chauffeur, et pourtant c'est un contrat, il y a eu un service et vous étiez content. Mais on va faire la même chose pour les données. Tout simplement, on ne va pas attendre les règles. Les règles, c'est quoi? On veut avoir de la donnée pour pouvoir rendre un service. Très bien, donc il faut qu'on explique aux gens comment on va collecter la donnée, comment on va l'utiliser, pourquoi on va l'utiliser et comment est-ce qu'ils peuvent accéder. On peut même la leur rendre. Ça s'appelle également maintenant l'open data. Et ça, je n'ai pas besoin d'attendre la loi pour une république numérique d'octobre 2016 de Madame Le Maire. Je n'ai pas besoin d'attendre le règlement européen qui, il est vrai, a mis à peu près 4-5 ans à sortir. Mais tout simplement, je m'impose des règles nouvelles. Quant, qui est un moteur de recherche local, a mis en place une politique en termes de transparence et d'utilisation des données collectées. Quand vous alliez sur Quant, le premier lien, c'était « Voyez ce qu'on fait de vos données ». Et ça, c'était avant le règlement. Bon, ils s'étaient inspirés du règlement, mais qui était dans les tubes depuis longtemps, et ils l'ont fait. Ils ont anticipé. Et quand ils vous disent « Vous voulez faire des recherches avec notre outil », et vous leur dites oui, vous dites, et en plus, on va garder vos données de telle façon, vos données qui vont expliquer votre navigation. Ça, c'est le contrat. Et le contrat, c'est l'imagination débordante. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre un règlement. Si je veux créer la confiance, si j'ai des problèmes avec le renouvellement du consentement avec les objets connectés, parce que quand même, ça collecte, et puis j'ai aussi un autre problème, c'est que plus je collecte de données, plus je les traite, je vais laisser les spécialistes sur ce point, plus je peux trouver de nouveaux usages ou de nouvelles finalités, et ça pose un problème parce que normalement, quand je collecte des données, c'est pour une finalité. Quand on vous dit c'est pour un sondage, c'est pour un sondage. Quand on vous dit c'est pour vous permettre d'accéder à cet établissement avec un code ou avec votre rétine, c'est pour ça. C'est pas pour balancer ça pour d'autres utilisations. Donc ça se formalise par écrit, un échange. Vous lisez, vous réfléchissez, vous acceptez pas. Il y a différentes façons d'opter. Donc, pour parler co-création et tout ça, bon, il y a plusieurs façons d'accepter. Mais vous le faites parce qu'on vous a pris pour des adultes. Après, vous êtes libre, je reviens au droit de vote, vous avez le droit de vote, vous êtes libre de ne pas aller voter. Donc, bon, c'est une erreur à mon avis. Mais, comme on vous donne un contrat, ben, vous devez prendre le temps de le lire. Pas tout de suite, oui, je clique. Bon, ça on revient à la culture, à l'éducation. Mais sinon, la réponse, c'est un contrat sans attendre les règles nationales, internationales. Après, sur l'autre partie, oui.
nos données, en fait, elles sont aux États-Unis. Moi, je me rappelle un graphique qu'avait fait Talab en 2012 à Marseille. On voyait 97% des données qui étaient aux États-Unis. Bon, certaines données ne le sont pas. Par exemple, les données de santé, elles doivent être hébergées par des prestataires agréés, tout ça. Ben, faisons en sorte que, petit à petit, toutes les données qui vous concernent soient obligatoirement hébergées en Europe. Pour le moment, avec le RGDP, toutes les données qui vous concernent, vous, résidents en Europe, devront être traitées selon les critères européens qui sont des normes un peu plus protectrices. Mais sinon, je reviens, vous pouvez anticiper les besoins et les contraintes avec le contrat. Je pense que la clé, elle est là, c'est effectivement la transparence. C'est après, je choisis ou non. Et donc, je vais lâcher un autre gros mot qui est lié à l'IoT, qui est blockchain. Alors, il y a déjà je ne sais pas si vous avez entendu parler de blockchain, c'est un peu la techno qui est derrière Bitcoin, qui garantit justement, c'est ce qu'on appelle l'economy of trust. C'est justement pour la transparence et la confiance. Donc, il y a déjà des choses qui sont faites autour de l'IoT, d'ailleurs. Mais justement, cet aspect contrat, en fait, c'est le smart contract. Et donc la donnée, du coup, peut être gérée de manière beaucoup plus... c'est-à-dire, je possède la donnée, je choisis de la donner à quelqu'un ou pas, selon un accord qui est très clair. Et donc là, la transparence est au cœur du système. On n'y est pas encore, c'est des choses extrêmement nouvelles qui sont en train de se définir, on va dire. Il y a une philosophie derrière qui est quand même assez puissante. Donc savoir est-ce que la blockchain va merger à un moment avec l'IoT, va merger avec les aspects légaux, etc. Ou peut-être pas. Mais bon, en tout cas, ça vaut le coup d'explorer. Ouais. Votre avis sur la question? Oui, c'est à chaque fois de reprendre un peu le fond. Je pense qu'à une époque, le pouvoir politique, parce qu'il y avait de l'argent, son rôle était de redistribuer de l'argent. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il protégeait, qu'il crée une zone de protection pour les administrés. Aujourd'hui, on sait que la politique, c'est plus forcément ce qu'il y a de plus lucratif, et peut-être heureusement d'ailleurs. Donc on a les règles. Et les règles sont là pour protéger les gens, parce que je me souviens d'une conférence à la Commission européenne où la question c'était mais pourquoi diable donc les gens appuient sur OK sans réfléchir quand Apple dit j'ai mis mes conditions de vente à jour, ils réfléchissent même pas, ils disent donne-moi mon shoot de dopamine et envoie-moi la notification Facebook ou autre, je m'en fous, je vais pas lire un truc qui est de toute façon designé pour pas que je le lise, il est absolument inconfortable à lire, c'est incompréhensible, donc tout est fait pour ça. Et la réponse c'est de dire effectivement derrière il y a toute une machine marketing qui essaie d'arriver à une finalité qui est de collecter de la donnée massive avec, bon, on sait jamais c'est quoi la finalité du bout, mais en tout cas il y a une finalité, c'est designé pour ça. Et donc la réglementation est là pour nous protéger. Et je pense que les gens n'ont pas tous le niveau de sensibilité à ça, parce qu'on essaye de les tromper. C'est fait pour qu'ils ne lisent pas les conditions générales, c'est fait pour qu'ils ne comprennent pas les conditions générales, c'est suffisamment sexy et sympa ce qu'on obtient derrière, qu'on a tout de suite envie d'y aller et on n'a pas envie de s'arrêter à cette étape administrative, on veut la zapper, et la grande majorité des gens ne lisent pas. On lit même pas le contrat de la location de voiture. Alors qu'est-ce qu'on va lire? Un truc pour des notifications sur Instagram ou que sais-je. On lit à peine son contrat de travail, voire éventuellement de bail pour la location, mais la banque, je pense même pas. De la même façon, la plupart des gens ne lisent pas. Donc, en réalité, ils sont pas. Enfin, il y a que la loi qui peut les protéger, parce que l'apparence d'un contrat fair play, qui est normalement le bon sens, la transparence, de dire voilà ce qu'on va faire de vos données, etc. Ça concerne que des gens initiés. Ça concerne pas l'essentiel des consommateurs sur le marché. Alors, je pourrais dire, on peut toujours aller devant le juge, sauf qu'il va me dire, oui, mais si c'est en Californie, il faut prendre l'avion et trouver un avocat là-bas. En fait, c'est même pas ça. Je pense que maintenant, le tribunal est également mondial. Vous êtes des consommateurs, vous êtes également des producteurs de données, vous êtes des prêteurs de données, vous êtes des utilisateurs, et vous êtes aussi, là pour de vrai, de la quelque chose, vous êtes des consonautes, voilà, à la fois consommateurs et internautes. Et on reprend un peu les idées qui étaient développées il y a une dizaine d'années. On vous dit, vous avez quand même, vous pouvez être blogueur, vous pouvez être un influenceur. Donc là, tout simplement, quand ça ne marche pas, et il a raison, quand
les entreprises oublient le principe de responsabilisation, parce que derrière, en fait, il y a peut-être un allègement de la réglementation, on renvoie au contrat, donc c'est un face-à-face, mais un face-à-face, un consommateur face à un mastodonte, et puis le consommateur, il veut consommer, il est affamé, donc en plus c'est appétissant, sexy, tout ce que, il va se jeter dessus, à n'importe quelle condition. Il se trouve qu'il y a quand même la loi qui prévoit une responsabilisation de celui qui va capter les données ou les utiliser. Ça, c'est une chose. Et là, maintenant, on ne peut plus dire « Ah non, c'est pas moi, c'est mon sous-traitant, c'est l'autre ». Ils sont tous mis sur le même degré d'égalité. Mais surtout, le tribunal, il est mondial et il est indéfini. Si vous avez une mauvaise réputation parce que vous avez, entre guillemets, arnaqué, escroqué, forcé la main aux consommateurs, donc, à la fin, ça va se savoir. Et ça va se savoir, vous allez le payer cher commercialement et en termes d'image. Donc, il y a quelque chose de nouveau. On ne va pas attendre le juge. Si, on va faire une action. On peut faire des actions collectives, d'ailleurs, maintenant. Aux États-Unis, c'était les class actions, c'est la mode, et ça marche. Maintenant, on peut le faire en matière de consommation. Donc, on peut se mettre à 50 et se dire, on va prendre 1 ou 2 avocats, ça coûtera moins cher. L'avocat, il ne prendra pas grand-chose sur chaque tête. Mais sur la masse, il trouvera son compte et il portera surtout l'action. Mais on peut aussi aller sur Internet. On peut désigner afin que les gens soient jetés à la vindicte populaire. Alors c'est un peu à double tranchant parce que des fois ça devient n'importe quoi. Mais alors je vais vous donner 2 exemples. Domino's Pizza. Il y avait des salariés de Domino's Pizza qui ont fait un petit tournoi. Non, parce que Domino's Pizza maintenant sponsorise un championnat national en France, donc forcément ils sont connus. Donc ils avaient fait une petite vidéo où ils sont soi-disant, ils sont dans le local en train de préparer les pizzas, ils en ont marre. Alors il y en a un qui jette la pizza par terre, il y en a un autre qui crache dedans, ils vont les livrer après. Puis il y en a un autre qui met d'autres choses. C'est pour rigoler, hein. Il y en a un qui met ses fesses dessus. C'est rigolo, quoi. Et soi-disant qu'ils vont livrer ça. Et grâce à YouTube, ils ont balancé ça. Bon, ça a fait le buzz. Et la direction de Domino's Pizza n'a pas réagi au début. Sauf que lorsque la vidéo a été vue 10 millions de fois, je vous donne un exemple d'il y a 10 ans, hein. Donc à ce moment-là, la direction, ah oui, nous respectons. Donc ils ont viré d'abord les personnes, et puis nous respectons nos clients et tout ça. Mais pourquoi fallait-il attendre? Même chose, vous aviez un petit porte-clés. Vous savez, quand vous partez en voyage, vous mettez le porte-clés pour fermer votre valise. Et donc un consommateur avait vu qu'avec avec un stylo, on pouvait l'ouvrir. Il appelle le service client, on lui répond pas, il l'envoie, on lui répond pas. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une vidéo. Et il dit, voici le produit de telle société, voilà, vous pensez que votre valise est fermée, vous faites comme ça, et voilà. Si on ne respecte pas le consommateur, si on ne respecte pas par extension le fournisseur de la donnée à votre objet connecté, à un certain moment, il va vous le faire payer. Et donc, au-delà du mépris que certains auraient pour les règles, pour le principe de transparence, de responsabilisation, de la nécessité de créer la confiance, il restera le tribunal mondial qui est le réseau. Merci maître. On va passer aux questions. Je suis sûre qu'il y en a plein. Oui. Monsieur Chan. Merci. Un tout petit désaccord avec Vangalis, ça m'arrive rarement. Il faudra toujours des femmes de chambre. Je ne pense pas qu'on arrive à faire des femmes de chambre automatisées. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Plus sérieusement, une question sur le fond. On parle d'objets connectés ici, c'est le but du débat. On a parlé des voitures connectées, c'est bien. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, et peut-être y a-t-il une norme, peut-être y a-t-il une obligation des fournisseurs de gros matériel, je pense à des ascenseurs, des climatiseurs, etc., d'inclure ce type de connexion. On a vu ce matin avec nos amis qu'il y avait des tout petits senseurs qui pouvaient s'apercevoir si mon chat ronronnait bien ou si le compresseur ronronnait bien. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ces objets au départ, qui sont des grosses machines que l'on a besoin de surveiller, que ce soit dans un hôtel, dans un hôpital ou dans tout endroit,
qu'est-ce qui empêche les constructeurs de les mettre? Parce que là, il nous manque, me semble-t-il, le niveau du dessous. On a parlé des applications qui peuvent, à partir de senseurs, nous donner des informations. On a parlé de la satisfaction du consommateur, et c'est évidemment important. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui des sociétés de fournir du matériel avec des senseurs ou des beacons qui ne sont pas très chers, on l'a vu ce matin, qui soient déjà tout équipés sans avoir encore à rajouter un niveau de domotique dessus? Alessandro. Une réponse très rapide, c'est la durée de vie de la technologie. C'est-à-dire un ascenseur est là pendant 30 ans, 50 ans, 100 ans. Une voiture moyenne en France, je crois, c'est 12 ans et quelques. Un frigo, plus ou moins pareil. La durée de vie de ces objets, il a 1 an et quelques. Et dans 1 an maximum, il va être terminé. Si on prend par exemple l'e-call, le système européen pour les appels d'urgence au cas d'accident, pourquoi ça ne décolle pas? La technologie est là, il n'y a aucun problème, sauf que ça doit être basé sur la 2G. Alors, vous demandez à Orange de garder le réseau 2G ouvert jusqu'en 2030. Ils vont dire absolument pas. C'est pas pratique. Là, on est à la 4G. Il y aura bientôt la 5G, la 6G, la 7G. La 2G aux États-Unis, je crois qu'elle n'existe même plus. Hein? Ah ouais. Il échappe. Mais voilà, donc il y a des cycles de technologie, de ces nouvelles technologies connectées qui sont tellement rapides que dans un cadre d'objets qui doit rester là pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, c'est quand même difficile. Évidemment, on peut les changer au fur et à mesure, évidemment, mais c'est quand même assez complexe. Surtout parce que des fois, si on se base sur une infrastructure comme la 2G ou la 3G, par exemple, c'est une infrastructure qui coûte des centaines de millions. Et on ne la change pas du jour au lendemain. Donc ça prend du temps, ça prend du point de vue architectural, c'est complexe aussi d'imaginer un objet connecté dont la connexion, on peut la changer, parce qu'on ne parle pas de logiciel, hein, on ne parle pas de mise à jour de logiciel. On parle par exemple par exemple fréquence. On a par exemple 2.45 GHz libre, 5 GHz libre. Demain, il y a une appli qui utilise ça, et donc on va bloquer cette bande et on va ouvrir 1.3, par exemple. Et alors, il faut tout changer. Donc, il y a quand même des problèmes technologiques qui sont liés à ça, qui ne sont pas, comment on peut dire, très, très, très évidents à trouver une solution valable, je veux dire, pour le long terme. Bernard? Oui, moi, je veux savoir comment une TPE peut s'approprier l'Internet des objets pour réussir à progresser, embellir et convaincre des grandes entreprises de travailler avec elle. Oui, question assez... Après, alors pas de groupe collaboratif, même si Michel Chevillon est parti. Ah oui, je ne vais pas parler de collaboratif, surtout pas. Ouais. Non, pour revenir, oui, Airbnb, effectivement, c'est pas nécessairement du collaboratif, mais voilà, je vais... T'es sur le sujet. Voilà, donc au niveau de l'IoT. En fait, je reviens sur le collaboratif, parce que c'est au niveau des communautés. L'idée, c'est de pouvoir proposer effectivement à tous les membres d'une même communauté utiliser des objets connectés. Là, on parlait de situations de détresse, de sécurité. Là, on propose une solution. Donc, c'est des boutons, en fait, des boutons d'alerte qui ont du GPS. Qui ont de la sécurité aussi pour reconnaître en fait avec l'empreinte digitale des personnes, pour être sûr que le service n'est pas détourné aussi par une personne en dehors de la communauté. Donc effectivement, ces boutons peuvent être distribués à une communauté. On parlait justement de ne pas acheter nécessairement de l'IoT, des boutons, des objets, mais de les louer. Donc c'est effectivement plus l'idée aussi, mettre à disposition du coup du matériel qui permet de développer de nouveaux cas d'usage. Ou de répondre à des besoins existants auxquels on ne répond malheureusement pas aujourd'hui. Voilà. Et donc l'IoT est une manière peut-être aussi de faciliter, du coup, faciliter la collaboration, faciliter des usages aussi existants. Voilà, on parlait de collaboration, on disait effectivement aujourd'hui, c'est un peu chacun pour soi, sauf que on voit bien que le monde change, effectivement, il y a une révolution sociale, elle me paraît assez évidente. Mais il faut la concrétiser, ça va se faire sur plutôt du moyen long terme. Et voilà, c'est pour ça que je parle de facilitateur, c'est apporter des solutions, faciliter l'entraide
Et du coup, soutenir des valeurs derrière. On parle de hardware, on parle d'ingénierie, mais voilà, c'est vraiment des valeurs en fait qu'on veut soutenir, voilà, et des comportements du coup liés à ces valeurs qu'on souhaite faciliter. Une dernière question ou pas? Le monsieur devant qui avait une question tout à l'heure, vous l'avez plus? Oui, mais il est parti, monsieur. Ah, ben voilà. Moi, j'ai juste une autre question. Une autre question pour Amadeus. Comment Amadeus va considérer... Non. Pardon ? Non, mais on aurait pu l'utiliser pour la fin. C'est-à-dire que finalement, même la TPE renvoie à quelque chose de fondamental. Au-delà de l'outil, il y a le service qui est rendu, et ce service, pour qu'il soit demandé, qu'il soit accepté parce qu'il est relativement intrusif, on parle d'objets mouchards qui balancent tout, qui mesurent tout, votre vitesse, votre pouls, votre environnement. Mais c'est acceptable si derrière il y a une valeur, s'il y a quelque chose de commun qui est partagé et s'il y a du sens derrière. Donc finalement, le futur de l'Internet des objets, ben, il est ouvert seulement pour les objets qui apportent une valeur ou du sens que l'on du sens qui importerait pour nous. Pardon. Bon, Jean-Bernard, il n'y a que toi qui poses des questions. Hein. Ben, je veux bien. Si quelqu'un a d'autres questions, pas de problème. Chez les étudiants, il n'y a pas une question? Bon. Je pense qu'un certain nombre de... Ah, d'accord. Pas de problème. Volontaire. Avec plaisir, en plus, c'est un jeune. Donc c'est l'avenir. C'est très bien. C'est très bien. On vous écoute. Moi, je vous remercie tous de ce que vous nous avez dit. C'était très intéressant. Mais j'aimerais revenir sur la collecte des données. Toutes les entreprises que vous avez citées, Apple, Facebook, déjà, on est obligé de les utiliser, même si on sait qu'elles utilisent nos données de manière parfois inadmissible. Mais on est quasiment obligé, enfin, nous, étudiants, c'est un outil qu'on doit utiliser pour nos entreprises, pour nos travails en cours, etc. Et en plus, ces entreprises-là, donc on pourrait lutter contre elles avec la loi, mais le problème, c'est que ce sont des entreprises qui sont parfois plus puissantes que certains États. Et c'est assez... c'est vrai, on n'arrive déjà pas fiscalement à les encadrer, à leur faire payer les impôts. Donc est-ce que, si on devait leur faire contrôler leur utilisation de nos données, est-ce qu'on arriverait à les limiter, sachant que déjà, on n'y arrive pas au niveau de la fiscalité, alors que c'est quelque chose d'encore moins tangible? La fiscalité, c'est autre chose, mais je pense que je vais utiliser un terme qui est vraiment adapté à l'Internet des objets, c'est une collecte de données minimale et nécessaire. Donc, vous avez cité les GAFA, ce sont des ogres. Mais un ogre mange ce que vous lui donnez. Donc vous, si c'est un mal nécessaire, donc vous lui donnez qu'un minimum d'informations. Déjà, vous limitez, c'est vous qui mettez le curseur. Vous mettez votre photo de famille, c'est un choix. Vous mettez votre photo avec vos enfants, c'est vous qui avez choisi. Vous pouvez mettre votre photo avec vos enfants, mais vos enfants pris de dos déjà. C'est un choix, mais c'est vous qui décidez. En tout cas, une chose est certaine. Pour ces demandeurs de données dont vous êtes le pourvoyeur et pour les objets connectés, il y a un principe qui est celui de la minimisation. Alors, pour les objets connectés, c'est plus simple. C'est des machines et normalement, ils doivent intégrer dans leur logiciel et dans leur mode de conception, donc la privacy by design, cet objectif de collecte minimale et uniquement les données nécessaires. Donc, vous imaginez si les objets connectés, on arrive à faire en sorte qu'ils ne collectent pas en continu et qu'ils le fassent de manière sélective, alors pour vous répondre, vous, puisque vous êtes obligé d'utiliser ces réseaux pour raisons professionnelles, ne donnez que le minimum, c'est tout. Et sinon, choisissez un autre réseau. Vous êtes consommateur, voyez s'il n'y a pas d'autre réseau. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Google, vous utilisez Quant, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup pour la question. D'abord, je voudrais dire que je n'ai pas de compte Facebook. Mais j'espère avoir une activité professionnelle pas trop négligeable par ailleurs. J'ai un compte LinkedIn quand même et un service marketing qui fait tout ce qu'il faut pour ça. Mais non, je n'ai pas de compte Facebook. Et ça me rappelle une petite anecdote dans la mise en place des serrures de portes d'hôtel avec l'empreinte digitale ou la rétine. Il y en a un peu partout.
Et tout le monde s'est dit, ouais, c'est super cool. Sauf que le retour d'expérience, c'est que de plus en plus de gens disent, non, vous me donnez une carte normale, ça ira très bien, j'ai aucune envie de vous donner mon empreinte d'iris ou mon empreinte digitale. Donc on était peut-être un petit peu surpris ou pris par... on s'est peut-être laissé embarquer par tout quelque chose qu'on maîtrisait pas bien, dont on n'avait pas bien conscience, mais je suis assez d'accord que normalement... J'espère, vu que les histoires se terminent toujours bien, qu'au bout du chemin, on prend conscience, on a une intelligence collective, on peut la faire résonner et on peut se battre, moyennant qu'on soit protégé par les moyens qui sont ceux des États dans lesquels on vit, etc. Je pense qu'il faut que tout ça fonctionne bien, mais vous n'êtes pas condamné dès votre naissance à être prisonnier de Facebook pour vos données, ni voilà, si vous voulez éviter d'avoir des photos de soirée trop arrosées qui finissent par être taguées sur Facebook, parce que pour l'instant vous ne cherchez pas de travail, mais peut-être que demain vous chercherez un travail, et on googlera votre nom dans Facebook et on verra les soirées sympathiques, on se fera une opinion sans même vous connaître de ça, vous ferez votre suicide social, comme on appelle, vous désactiverez votre compte Facebook et vous serez plus attentif. Mais c'est pas une finalité, il y a une vie à côté enfin, en tout cas, on doit être de la même façon qu'on fait attention à ce qu'on mange, de la même façon à ce qu'on ne veut pas manger des choses qui ne sont pas bonnes, pas avec des produits malsains ou autres. On doit aussi avoir une utilisation raisonnable. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc si vous êtes le produit, faites attention de ce que vous donnez, quoi. Jolie conclusion qui résume à peu près ce qu'on a dit aujourd'hui. Merci à tous les intervenants et merci à vous pour l'attention. Et la suite, Jean-Bernard, je te laisse annoncer la suite du programme.